Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Dev Café du lundi 19 décembre. Alors ensemble, on va résumer les principales infos de ces derniers jours, sachant qu'on est déjà au 95e épisode, ça passe vraiment super vite. Du coup, va falloir que je réfléchisse à vous faire quelque chose pour la 100e. Mais bon, avant ça, aujourd'hui, il va être question d'Android et de Kotlin, un peu d'Adobe, de Meta et de Twitter, avec à la fois des bonnes comme malheureusement des mauvaises nouvelles. Mais sans plus attendre, on commence tout de suite. On commence du côté d'Android où Android 13 a apporté un tout nouveau photopicker et je vous avais expliqué que par plusieurs manières il était maintenant possible de l'avoir jusqu'à Android 4.4, une version qui est quand même sortie en 2013. Et l'avantage de ce picker, c'est qu'il ne nécessite plus aucune permission et il permet aussi d'avoir une interface graphique commune entre les applications. Et certains utilisateurs ont découvert par magie que plein d'applications se mettaient tout à coup à l'utiliser comme Twitter, Slack ou Instagram. Mais bon, il n'y a rien de magique, tout simplement parce que le photopicker a légèrement été modifié pour aussi supporter l'intent filter getContent. Donc une fois de plus, une bonne initiative de Google pour ne plus limiter les fonctionnalités qu'aux dernières versions du système. Apple, si tu nous écoutes. Toujours sur Android, le changelog des Play Services est mis à jour très fréquemment et on apprend un petit changement pour l'archivage des applications. Alors je vous en avais déjà parlé et ça consiste à avoir le même comportement que sur iOS, à savoir de supprimer la partie code d'une application tout en laissant les données de l'utilisateur sur la mémoire interne. Mais jusqu'à présent, il faut aller dans des sous-menus de Google Play et le faire à la main. Autant dire que notre très chère Madame Michu ne le fera absolument jamais. Pourtant, côté iOS, le mécanisme est fait intelligemment puisque les applications inutilisées sont automatiquement archivées, simplement en activant une option. Et selon le changelog des Play Services, le même comportement arrive sur Android puisqu'un processus automatique est mis en place. Alors c'est une bonne nouvelle en soi, même si pour rappel, vous pouvez permettre une fonctionnalité similaire pour vos applications, simplement en rajoutant le tag AsFragileUserData à True dans le tag application pour permettre aux utilisateurs de désinstaller complètement l'application ou juste la partie code. Pour la troisième info, on sort un tout petit peu d'Android pour voir plus large avec Kotlin Multiplatform Mobile ou KMM, dont l'objectif est de pouvoir partager la logique business entre Android et iOS, alors qu'en revanche, l'interface graphique est bien du code natif différent entre les deux plateformes. Et depuis le mois d'octobre, KMM est disponible en version bêta, mais devrait basculer en version stable d'ici à la fin de l'année 2023. C'est en tout cas ce qui est affiché sur la roadmap et vous voyez qu'il reste encore pas mal de travail à faire, notamment pour fonctionner avec le nouveau compilateur K2, mais surtout fournir de la documentation plus complète qu'aujourd'hui car il faut quand même chercher un peu à droite et à gauche les infos. Et enfin sur iOS, il existe l'API Device Check qui permet de vérifier qu'un terminal est bien légitime en envoyant une requête au service d'Apple et en comparant avec ce qui a été généré sur l'iPhone. Alors c'est un bon moyen par exemple pour valider les achats ou les restaurer. Alors côté Android, il existe un système similaire qui était jusqu'à présent appelé la SafetyNet Attestation API. Alors le mécanisme est là aussi similaire avec un téléphone qui génère une clé par l'intermédiaire des Play Services et qui sera ensuite comparé au niveau du back-end. Alors côté Android, l'intérêt est beaucoup plus grand car ça permet notamment d'identifier les téléphones routés par exemple. Mais l'API SafetyNet est dépréciée et Google envoie en ce moment un rappel pour dire que la deadline est fixée au mois de juin 2023 avec une extinction totale en 2024. Alors ça laisse certes du temps, mais attention, d'ici à la fin janvier 2023, il ne sera plus possible de se créer un nouveau compte. À la place, il faut désormais utiliser l'API Play Integrity, sachant que la migration entre les deux est assez simple à faire. Mais si Google a créé une nouvelle API, c'est parce qu'elle est un peu plus complète, en permettant notamment de choisir quel test vous voulez faire. Il vous sera par exemple possible de déterminer si le binaire est bien valide, c'est-à-dire par exemple est-ce que l'application n'a pas été modifiée en cours de route, aussi est-ce qu'elle a bien été installée sur le Google Play ou encore est-ce que le téléphone possède bien les Play Services. C'est donc une API qui est fortement liée au service de Google et vous avez d'ailleurs le droit à 10 000 appels par jour gratuitement. Ensuite, il faudra en faire la demande, mais clairement, il ne faut pas spammer cette API, sinon très rapidement, vous dépasserez les quotas. Et voilà, c'était tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui du côté d'Android, et quoi de mieux pour faire la transition que les actus en bref. Pour commencer, le phénomène autour de ChatGPT ne se désemplit pas, à tel point qu'OpenAI, l'entreprise à but lucratif plafonnée derrière le projet, prévoit de générer un chiffre d'affaires de 200 millions de dollars l'année prochaine, puis d'atteindre le milliard en 2024. Pour rappel, la société avait été cofondée par Elon Musk avant que Microsoft ne vienne y injecter 1 milliard de dollars. Deux informations du côté de chez Meta désormais, où pour commencer, la société devait ouvrir 2 data centers supplémentaires au Danemark. Le projet a été annulé suite à la vague de licenciement de 11 000 employés annoncée il y a quelques semaines. À la place, l'actuel data center, lui aussi localisé au Danemark, terminera son extension. Et la deuxième info autour de Meta, c'est la plateforme Super que vous ne connaissez probablement pas et qui avait été lancée à la fin 2020.
Elle permettait à des influenceurs de diffuser des streams, à animer une communauté et bien évidemment en tirer quelques revenus. Mais je parle au passé, car à partir du 15 février, le service fermera alors que Meta payait encore en début d'année des sommes comprises entre 200 et 3000 $ aux créateurs en l'échange de seulement 30 minutes de contenu. Côté Twitter maintenant, une histoire relayée par Business Insider fait froid dans le dos puisqu'un manager qui avait tout de même sous ses ordres 150 employés a vu son équipe être totalement virée en l'espace de 4 heures. Et de quelle équipe s'agissait-il? De celle dédiée aux outils pour les développeurs. Preuve une fois de plus qu'il faut éviter de prévoir des projets avec ce réseau social. Pour continuer, aux États-Unis, un projet de loi souhaite empêcher les activités du réseau social TikTok dans le pays. Sans pouvoir cibler directement l'entreprise, le projet englobe les services réunissant au moins 1 million d'utilisateurs par mois et étant localisé dans un pays considéré comme ennemi des États-Unis, à savoir notamment la Chine ou la Russie. Mais attention, projet de loi ne veut pas forcément dire loi adoptée. Et enfin, une excellente nouvelle pour les Français, puisque depuis la semaine dernière, un bonus réparation est mis en place dans le cadre de la loi anti-gaspillage. La réparation d'un smartphone sera remboursée 25 € pour atteindre jusqu'à 45 € pour un ordinateur portable, sachant que ces sommes seront directement versées aux organismes réparateurs. D'autres catégories arriveront en 2024, comme les imprimantes et PC fixes. En espérant toutefois que cela ne force pas à une augmentation des prix. On reprend avec une information très courte puisque Flutter a reçu une nouvelle version sur le canal stable et vient corriger 2 bugs assez mineurs. Alors l'un c'est autour d'Android Télé et l'autre c'est sur la partie web avec Safari. Alors pour info, n'hésitez pas à aller lire ma newsletter Flutter Digest car il commence à y avoir de plus en plus d'infos sur Dart 3. Vous pouvez cliquer sur le petit i pour y accéder rapidement. Et sans transition, on va se parler d'Adobe et de rapports financiers. Et là j'imagine tout à coup que vous allez trouver ça barbant, mais rassurez-vous, il y a des infos intéressantes pour nous qui ne nageons pas sous les milliards. Mais tout de même, pour vous donner une petite échelle, sur l'année fiscale 2022, ils ont réalisé plus de 17 milliards de dollars de chiffre d'affaires en augmentation de 12%. Et assez étonnamment, le business en plus forte augmentation, c'est celui de Document Cloud, qui est un service qui permet de convertir des documents au format papier vers le format numérique, avec à lui seul plus de 2 milliards de dollars. Bon, je vous fais pas la liste complète de tout, mais vous avez compris, c'est milliards sur milliards. Mais si justement je vous parle d'Adobe, c'est qu'ils sont en train de racheter Figma pour là aussi une broutille, 20 milliards de dollars. Et pour tout rachat de cette ampleur, les régulateurs vont s'y intéresser, et la division anglaise ainsi que celle pour l'Europe vont se pencher sur le dossier, sachant que l'autorité américaine s'est déjà mise sur le dossier il y a quelques jours. Et là-dessus, il ne faut vraiment pas prendre à la légère cette étape, car par exemple, l'autorité anglaise avait fait annuler le rachat de Jiffy par Facebook, et en ce moment, on voit aussi que le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft, c'est un peu un remake d'Amour, Gloire et Beauté, car vraiment, il y a des rebondissements tous les jours. Alors, pour résumer, et pour le moment, il n'y a aucun signe négatif pour le rachat, mais il se pourrait que je vous en reparle dans les prochaines semaines, car il est bien question de mois avant que les autorités valident complètement le rachat. Et enfin, pour le dernier sujet, j'ai découvert une entité qui s'appelle le Numéum. Alors c'est un peu un nom qui est absolument imprononçable, et en fait c'est issu de la fusion du Syntac Numérique et de Tech in France, qui est probablement le syndicat auquel une grande partie d'entre vous est rattachée, mais au final peu importe puisqu'ils viennent de sortir une étude sur les perspectives de l'année 2023 avec une croissance prévue de 5,9%, donc a priori bonne nouvelle pour nous, il n'y a pas de licenciements qui seront prévus. Alors pour ce qui est de 2022, c'est la partie cloud qui est en plus forte augmentation avec plus de 24%, par contre je sais pas si vous le voyez mais il parle de digital alors qu'il faudrait quand même parler de numérique, ce qui est un peu une honte pour le syndicat, mais bon bref, passons. Côté part de marché, ce sont les ESN qui accaparent 52% du marché, 35% pour le cloud et enfin 12% pour les activités autour de l'ingénierie et du conseil. Et la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que le secteur a plus d'offres que de demandes, ce qui nous permet en toute logique d'être un peu mieux payés. Et voilà ensuite les prédictions en mode Madame Irma qu'ils ont pour l'avenir, sachant que là aussi ils parlent de digital. Bon, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils continuent d'utiliser ça, mais pour info, digital ça veut dire droit. Donc personnellement, je connais pas la croissance des doigts, mais bon, je vis peut-être dans un univers parallèle. En tout cas, pour ce qui reste des prévisions, je vous laisse aller les lire. Et pour finir cet épisode, je ne vais pas vous parler d'un outil, mais plutôt d'une tablette. Alors il y a quelques temps, je vous avais parlé d'un smartphone qui s'appelle le PinePhone et qui permet d'installer très facilement des versions de Linux qui sont optimisées pour les téléphones. Et la même marque, à savoir Pine64, revient avec une seconde tablette qui est un peu à l'image du téléphone, à savoir pas méga sexy visuellement. Alors je vous passe les détails sur la fiche technique, d'autant plus qu'elle n'est pas forcément définitive. Et la date précise du lancement et le prix ne sont pas encore forcément annoncés, mais il table pour après le nouvel an chinois et pour un prix abordable. Alors à vous de voir qu'est-ce que ça veut dire. En tout cas, je voulais quand même vous en parler de cette PineTab 2, car si elle devient aussi populaire que le téléphone, ça pourrait être très intéressant pour nous qui sommes bidouilleurs.
Et voilà, on termine ce Dev Café 95, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu, auquel cas n'hésitez pas à faire le petit like et à vous abonner à la chaîne. Et d'ailleurs, en cette période de fête, Dev Café normalement devrait continuer pour peu qu'il y ait suffisamment d'actualité, sinon j'ai quelques tutos sous le coude. En tout cas, bon courage pour cette journée de retour de week-end si vous travaillez, et bien sinon, profitez bien de vos vacances. En tout cas, une chose est sûre, à demain!